Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast du Dr Kin. Donc aujourd'hui, sujet d'actualité, je pense que la semaine passée on avait aussi on avait glissé un mot au niveau de la sudation, puis l'effet de la chaleur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de la thermorégulation en lien avec l'effort. Donc c'est quoi la sudation, voir un survol de comment ça fonctionne, puis aussi quelles sont les stratégies d'hydratation lors de la pratique de différentes activités physiques, qu'est-ce qui détermine à l'effort notre rythme de sudation, qu'est-ce qui est important, peut-être aussi passer au niveau de quelques mythes en lien avec ça, sudation, effort, gestion de l'effort aussi, quoi prendre, quoi ne pas prendre. Alors c'est assez particulier. Je pensais que j'avais une bonne idée de la sudation, que c'était des mécanismes assez simples. Puis je suis tombé sur une publication scientifique super intéressante là, de 2020-2021 qui vraiment parle de la mécanique de la sudation, comment les glandes sudoripares vont fonctionner, les différents types de glandes, leur rôle, leur distribution. Et j'ai réalisé que c'était extrêmement complexe, puis que sur certains aspects, j'étais complètement dans le champ. Entre autres, moi je pensais que la sudation, c'était quelque chose qui était prédéterminé. Donc on avait tendance à suer ou pas suer de façon importante ou pas importante en fonction d'un peu de notre bagage génétique, en fonction avec l'environnement, l'effort qu'on fait, mais je m'attendais à ce que génétiquement, il y ait des gens qui suent beaucoup, puis génétiquement, des gens qui suent moins, puis que c'était fixe pas mal tout au long de la vie. Alors, j'ai réalisé en lisant quelques publications scientifiques que c'est pas tout à fait le cas. Donc, la sudation, ça s'entraîne et ça se modifie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, assez particulier. Il y a plusieurs facteurs, certains auxquels on s'attend qui vont influencer la sudation, puis d'autres que c'est un petit peu moins évident. Alors, il y a beaucoup de choses. Écoutez, vraiment, moi, le premier, là, je suis surpris de voir comment c'est quelque chose de très complexe et quelque chose donc on n'a pas encore vraiment le portrait global de la régulation de la sudation, puis qu'est-ce qui fait quoi et pourquoi. Alors, ceci étant dit, avant de débuter le podcast à plein régime, bien, n'hésitez pas à commenter. Encore une fois, avertissez-moi s'il n'y a pas de son, s'il n'y a pas d'image. Les likes, toujours appréciés, ça aide aussi à la visibilité, donc toujours un plus. N'hésitez pas à participer, échanger, c'est toujours le fun. Puis, si je peux, je vais dévier du sujet sans trop de problèmes. Alors, la sudation. Donc, comment ça fonctionne, la sudation? Bien, on a trois types de glandes sudoripares. On va avoir des glandes qu'on appelle écrines, apocrines, apoécrines. La majorité des glandes qui nous intéressent, c'est les glandes écrines. Donc, c'est celles qui sont distribuées sur l'ensemble du corps avec des fortes concentrations au niveau de la plante des pieds, au niveau de la paume des mains. Donc, c'est surtout ces glandes-là qui vont être mises à profit, dans le fond, au niveau de la sudation. C'est elles qui vont avoir un impact majeur. Les autres, apocrines, apoécrines, ce sont des glandes qui vont être situées à des endroits précis, le cuir chevelu, le visage, les aisselles, la poitrine, la région pubienne, ainsi de suite, et qui vont avoir des rôles, certains rôles anciens, entre autres, de mémoire, les apoécrines, c'est plus associé aux phéromones, pour tout ce qui est séduction, etc., au niveau du règne animal. Donc, signifier là, les différentes phases du cycle de reproduction des animaux. Chez les humains, ça a fort probablement perdu un petit peu de sa pertinence. Mais en termes de régulation de la température, en termes d'effet sur le corps humain, ce sont surtout les glandes écrines qui vont avoir un impact notable. Elles commencent à être activées vers l'âge de 2-3 ans et leur quantité va être relativement stable, donc tout au long de notre vie, sauf que leurs capacités vont changer. Donc, ce sont des glandes qui peuvent hypertrophier, ce sont des glandes qui peuvent s'améliorer, qui peuvent travailler mieux, travailler de façon plus spécifique. Donc, un petit peu, c'est entraînable. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à ce niveau-là.
Maintenant, ces glandes-là, comment ça fonctionne, comment la sudation va démarrer, comment la sudation va être initiée, eh bien, c'est plusieurs facteurs qui vont déclencher ça. Le plus important est fort probablement la température interne. Donc, en anglais, on va parler de core temperature. Donc, vraiment, la température au plus profond de nous-mêmes, c'est ces fluctuations de température-là qui vont avoir un impact sur le déclenchement de la sudation. Alors, c'est beaucoup de systèmes qui sont interreliés, la sudation. On va avoir le système vasculaire qui va jouer un rôle assez important là-dessus. Il va avoir le système nerveux. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui vont venir jouer un rôle pour contribuer et aussi faire bénéficier l'organisme des effets de la sudation. Un des premiers rôles de la sudation, c'est celui qui est le plus connu, c'est la thermorégulation. Donc, le fait de suer va nous permettre de dissiper une grande quantité de chaleur. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pour vous donner une idée, là, l'équivalent d'à peu près 1 litre de sueur, c'est environ 500-600 calories là, que ça va permettre de dissiper. Et parlant de calories, ben, le fait de produire de la sueur, ça implique des processus métaboliques qui coûtent de l'énergie. Donc, c'est pour ça que la régulation de la température corporelle, lorsqu'on va suer, eh bien, on est en mesure lorsqu'on a des équipements suffisamment sensibles, on est en mesure de détecter l'augmentation de la dépense énergétique associée à la thermorégulation, dont une certaine partie est dédiée à la production de sueur. Alors, c'est quelque chose qui coûte de l'énergie. Il faut savoir que si quelqu'un dit « Mon Dieu, je viens d'avoir une idée de génie, on va perdre du poids vers la chaleur », il y a plein d'infopubs qui travaillent avec ça. C'est pas une augmentation de dépenses énergétiques suffisamment importante pour être un déterminant important dans la régulation de la balance énergétique. Mais il faut savoir qu'il y a un coût énergétique. S'il y a un coût énergétique, ben, potentiellement, il peut y avoir aussi une fatigue associée à ça. Alors, donc produire de la sueur, ça coûte de l'énergie. Cette sueur-là, on la produit pour dissiper la chaleur. Pourquoi dissiper la chaleur? Parce que la chaleur, c'est probablement le déchet métabolique le plus problématique de l'organisme. Donc, on oublie là, les histoires d'acide lactique, de pH, le gros déchet qu'on a de la misère en tant qu'organisme vivant à gérer, c'est la chaleur. L'efficacité du corps humain, là, somme toute, est à peu près, pour différentes tâches, là, mais on va mettre un chiffre, c'est à peu près 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30% de l'énergie, par exemple, qu'on va brûler, qu'on va utiliser, va être dédié à la réalisation de la tâche et 70%, c'est perdu à travers différents processus métaboliques et ça se manifeste surtout par la production de chaleur. Alors, on se ramasse à avoir une grande quantité de calories qu'on peut dépenser, mais il y a une énorme quantité qui est sous forme de chaleur. Et ça, pourquoi c'est problématique? C'est parce qu'on a plusieurs processus métaboliques qui fonctionnent bien à certaines températures. Lorsque la température descend trop ou elle monte trop, ces processus métaboliques-là fonctionnent beaucoup moins. Ils sont moins efficaces, ils sont capables de moins travailler. Donc, on va observer une diminution des performances ou des capacités de l'organisme. Alors, il devient super important d'être capable de bien réguler la température corporelle et d'évacuer cette chaleur-là. La sudation et l'évaporation de la sueur, c'est vraiment un vecteur important dans la régulation de notre température corporelle. Donc, plus on va produire une grande quantité de sueur, plus cette sueur-là va s'évaporer, plus on est capable d'évacuer la chaleur. Donc, si on a une question ici, Ujie, qu'en est-il de quelqu'un qui ne transpire quasiment pas? Ben, il faut voir dans quel contexte, mais habituellement, on va observer certains standards de sudation. Il y a toujours une variation inter-individu qui peut être quand même assez importante, mais quelqu'un qui transpire presque pas, eh bien, on peut supposer qu'il va avoir une élévation plus importante de sa température corporelle centrale et on peut observer une diminution importante des performances. Mais il faut voir dans quel contexte. J'ai en tête quelqu'un qui me disait « Moi, je transpire presque jamais quand je m'entraîne. » Et j'avais un autre athlète que je suivais il fallait qu'après un entraînement dans un gym à l'intérieur, il fallait qu'il ait emprunté la vadrouille pour essuyer autour de son tapis ou autour de son vélo tellement il avait sué.
Fait que tu dis, ah, ben, il y a quelqu'un qui ne sue pas, puis il y a l'autre qui sue beaucoup. Mais quand on regarde l'intensité du travail qui est fait sur le cardio, ben, l'athlète qui suait beaucoup avait une VO2 max probablement aux alentours de 70, faisait des entraînements par intervalle, puis il devait travailler à 110-120% de sa VO2. Ça fait du wattage, ça fait de la puissance, beaucoup d'énergie qui est transformée, beaucoup de chaleur qui est perdue. Donc, de voir une thermorégulation, une production de sueur importante, c'est normal. La personne qui me disait qu'il transpire presque pas, ben, c'était un VO2 qui était à peu près à probablement aux alentours de 25 millilitres. Donc, toute fin pratique, presque 3 fois moins. Puis, qui s'entraînait à des bonnes intensités, mais la quantité d'énergie qui est dépensée, étant donné que son moteur n'est pas très gros, ben, n'était pas super importante. Donc, ce n'était pas une réponse anormale de la sudation. C'était normal que cette personne-là ait su moins parce qu'il y avait une moins grande quantité d'énergie qui était produite, donc moins de chaleur comme déchet métabolique, et on avait besoin d'en dissiper moins. Fait que ce n'était pas anormal. Si quelqu'un a des problèmes de sudation, donc ça arrive, il y a certaines conditions, certains médicaments qui peuvent affecter ça, bien, le fait de ne pas être en mesure de produire de la sueur et que cette sueur-là puisse s'évaporer, bien, ça nous limite beaucoup parce que là, on va perdre de la chaleur uniquement par radiation, par convection. Et c'est des médiums, si on veut, de perte de chaleur qui sont moins efficaces. Donc, on aurait une plus grande tendance ou un plus gros risque à surchauffer si on n'est pas en mesure de transpirer adéquatement. Mais encore une fois, il faut vraiment faire attention à regarder, là, ben lui, quand il court, il ne sue pas, l'autre, quand il court, il sue. Ben, c'est pas parce qu'on court qu'on a la même dépense énergétique, qu'on fait exactement la même activité, le même effort et qu'on devrait avoir la même réponse au niveau de la sudation. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question. Mais chose certaine, si on ne transpire pas beaucoup, il faut faire attention. L'autre élément aussi, il faut faire attention. Il y a de nombreuses années, j'ai fait une traversée à vélo avec un collègue au Maroc. Puis on roulait à vélo là, sur des routes dans le désert. Puis moi, ça me fascinait de voir que j'étais tout le temps sec. Je suais apparemment pas. Puis je me dis, c'est fascinant. Pourtant, je bois une quantité astronomique d'eau. Je ne vais pas uriner tant que ça. Puis mon linge, mes vêtements sont secs. Mais ce qui se passait, c'est que la température ambiante, c'était très chaud, mais c'était très, très sec. Donc, l'évaporation était très rapide. Alors, je n'avais pas l'impression d'être tout mouillé. Dès qu'on suait, ça s'évaporait rapidement. Si ça avait été extrêmement humide, probablement que j'aurais eu l'impression d'être beaucoup plus mouillé, parce que ma sueur se serait beaucoup moins évaporée, mais j'aurais peut-être pas sué autant. Donc, il faut faire attention aussi aux conditions environnementales. Alors, cette fameuse sudation-là, lorsqu'on va commencer à faire un effort et lorsque la température corporelle va monter, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une réponse initiale des glandes où on va recruter une grande quantité de glandes pour produire la sueur. Donc, la première réponse, là, c'est on va recruter des glandes pour produire la sueur et par la suite, on va modifier le travail de chacune des glandes. On va soit augmenter ou réduire le travail des glandes pour augmenter ou diminuer la production de sueur puis le niveau de sudation. Alors, c'est vraiment initialement un recrutement de quantité de glandes et après ça, on va moduler le travail de chacune des glandes en fonction des besoins de l'organisme. Il y a encore une fois, je disais, c'est complexe la sudation. Il y a des mécanismes aussi qui peuvent affecter la sudation au niveau de la sensibilité périphérique. Donc, comment on va percevoir la chaleur au niveau de la peau. L'élévation de la température de la peau aussi est un facteur qui peut venir jouer à la régulation de la sudation. Donc, pas nécessairement uniquement la température centrale. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va commencer à avoir chaud? Eh bien, la circulation sanguine va être légèrement modifiée. Donc, une façon d'évacuer la chaleur centrale, c'est à travers la circulation sanguine. Donc, le sang va être en mesure de transporter de la chaleur et en le faisant passer proche de la surface de la peau, on va être en mesure de transférer cette chaleur-là et de transférer cette chaleur-là de façon plus efficace s'il y a une présence d'eau, donc de sueur sur la peau. Donc, lorsqu'il va y avoir de la sueur, que le sang va circuler proche de la peau, mais on va devenir un peu plus efficace à évacuer cette chaleur-là et à la dissiper pour nous permettre de mieux réguler notre température centrale et être capable de continuer à gérer l'effort. Je vous disais que la température est importante au niveau de la régulation
si on veut, nos performances. J'avais quelques chiffres ici, là. Pour un effort, un time trial, donc un effort d'endurance, où est-ce qu'on doit parcourir, par exemple, la plus grande distance en X temps ou quelque chose de similaire, donc un effort prolongé, on observe que si la température ambiante passe de 11 degrés à plus de 30 degrés, bien, il y a une diminution d'à peu près 45% des performances. Donc, on est en mesure de moins bien performer. Ça coupe presque de moitié là, les performances sur des épreuves d'endurance à haute intensité. C'est important, cette chaleur-là. C'est pourquoi, lorsque la température externe monte, on est moins performant. Bien, c'est parce qu'on est en mesure d'évacuer une moins grande quantité de chaleur. Donc, plus autour de nous, il fait chaud, moins il y a une grande quantité de chaleur qui va pouvoir sortir. Et si la température externe est plus élevée, par exemple, si je fais une activité physique et il fait 40 degrés Celsius à l'extérieur, eh bien là, c'est excessivement problématique parce que je ne serai pas capable d'évacuer la chaleur, je risque plus d'en absorber parce que ça fonctionne avec un peu des gradients de concentration. Donc, comme il fait plus chaud à l'extérieur, mon organisme va avoir beaucoup de difficultés à évacuer la chaleur. Donc, dans des conditions où la température ambiante est supérieure à la température corporelle, la pratique d'activité physique, ça devient extrêmement risqué. Ça prend des mécanismes de refroidissement, bien souvent externes, pour être en mesure de poursuivre la tâche, sinon il y a une diminution drastique des performances. Tout ça, cette sudation-là, cette gestion de la chaleur comme telle à l'effort, bien, ça peut être influencé aussi par notre niveau d'hydratation. Donc ça, c'est un peu l'autre aspect, c'est que la déshydratation on va observer les effets de la déshydratation de façon beaucoup plus importante lorsqu'on est en présence d'une température élevée. Si on est déshydraté, puis on fait un effort, puis il fait 10 degrés comme température ambiante, l'effet de la déshydratation sur les performances va être beaucoup moins important. Par contre, s'il fait 30 degrés, 40 degrés, et en plus, on observe une légère déshydratation ou une déshydratation importante, bien, les effets de cette déshydratation-là vont être encore plus importants sur la performance. Donc, il y a des effets indépendants du niveau d'hydratation et de la température, et il y a un effet synergique aussi. Donc, les deux cumulés, ça risque d'être plus problématique au niveau de nos capacités de performance. Donc, si on bascule tranquillement vers l'hydratation, on va parler de déshydratation légère lorsqu'on va avoir à peu près, je pense, une perte d'environ 2% du poids corporel. Quand ça tombe aux alentours de 3-4% de perte de poids à l'effort, donc c'est majoritairement de l'eau lorsque c'est des efforts qui durent aux alentours de 30-40 minutes. Plus que ça, on va avoir de l'eau, on va avoir du glycogène aussi qui va partir. Mais prenons ça comme ça, lorsque je vais perdre sur un demi-marathon ou un marathon 2, 3, 4% de mon poids total, bien, c'est une déshydratation qui est assez importante. Ça varie d'une personne à l'autre, mais dans l'ensemble, on parle d'une réduction de 20 à 30% des capacités de performance, toujours sur les épreuves en endurance. Donc, le fait de perdre de l'eau, ça va affecter plusieurs composantes cardio-métaboliques qui vont aussi affecter nos performances et notre capacité à réguler notre température. Donc, lorsque je vais me déshydrater, ce qui va arriver, c'est qu'on va observer une diminution du volume sanguin, une diminution du débit cardiaque. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans le quotidien? Bien, ça fait que ma capacité à transporter de l'oxygène et alimenter les muscles à l'effort devient beaucoup moins importante. Alors, j'ai une diminution assez marquée de mes capacités de performance en endurance parce que mon métabolisme aérobie va fonctionner beaucoup moins bien parce que je vais avoir une moins grande capacité de transport de l'oxygène. Si également j'ai une moins bonne capacité de transport de l'oxygène parce qu'il y a moins de sang qui circule, il y a moins de sang qui potentiellement va se rendre en périphérie à la surface de la peau. Ce qui veut dire que j'ai une moins grande capacité pour évacuer la chaleur. Alors, plus je me déshydrate, moins je deviens bon pour gérer ma chaleur, plus j'augmente ma température corporelle interne où j'ai de la misère à la réguler, plus mes performances diminuent.
Il y a aussi des effets problématiques là-dessus, c'est que lorsqu'on va observer une augmentation de la température corporelle conjointement avec une déshydratation, on va observer une modification au niveau de l'utilisation du carburant de choix pour les efforts en endurance. On va avoir tendance à être moins en mesure d'utiliser les lipides pour faire un effort, puis on va carburer pas mal plus sur les glucides. Donc, ça fait en sorte qu'on risque de tomber dans un état de fatigue plus rapidement en épuisant nos réserves de glycogène plus vite. Donc, faire une course lorsque c'est des conditions chaudes et humides, ce qui va rendre problématique la gestion de notre température corporelle, qui peut entraîner une déshydratation. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, bien, ça peut faire en sorte que en plus d'avoir une diminution de nos capacités physiques, bien, on va avoir une diminution plus rapide de nos réserves énergétiques sous forme de glycogène, ce qui pourrait mener à des contre-performances. Alors, c'est toujours le classique d'un sport d'endurance, quand c'est chaud et humide, c'est à peu près le pire temps là, pour performer, puis quand c'est frais et sec, ben, ça aide un petit peu plus. Ensuite de ça, vous donner des petits chiffres intéressants, dont certains m'ont surpris. Les sports où on rapporte les plus grandes pertes en eau, c'est le football américain puis les sports d'endurance. Donc, sport d'endurance, on pouvait s'y attendre. Le football américain, je suis quand même surpris. On parle pour le football américain, en moyenne, un joueur va perdre à peu près 1,5 litres de liquide à l'heure, et pour les sports d'endurance, 1,3. Donc, le football américain va engendrer une plus grande sudation pour le joueur moyen que des sports d'endurance. Et encore une fois, dans les sports qui avaient été observés, ceux qui avaient le moins grand effet sur la sudation, c'était le baseball et le soccer, donc le foot classique, où on parlait de 0,83 litres à l'heure et 0,94 litres à l'heure respectivement. Donc, moi, il y a des choses qui m'ont surpris là-dedans, mais ça nous donne un peu une idée du rythme de sudation qu'on peut observer. Ce qui mène à un point important. Dans le concret, la sudation, c'est souvent quelque chose d'abstrait, puis de dire, bon, ben c'est bien beau, je vais boire, puis je vais être correct. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que combien je dois boire? Est-ce que je bois assez, pas assez? C'est quoi mes indicateurs que je dois boire pour éviter justement d'être déshydraté? Est-ce que juste boire de l'eau, ça fait le travail? Ou je dois boire des affaires fluo ou phosphorescentes pour avoir un effet? Bien, là aussi, c'est assez simple, puis c'est à la fois complexe. Dans le fond, si on regarde la stratégie numéro 1 pour déterminer la quantité de liquide qu'on doit boire, ben, il faut déterminer c'est quoi notre sudation à nous. Donc, notre réponse individuelle à un effort dans un environnement donné. Si vous prévoyez aller courir un marathon cet été, ben, au mois d'août, ben, vous risquez d'avoir des conditions chaudes, humides. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de tester dans des conditions chaudes et humides, ben, c'est quoi votre rythme de sudation lorsque vous faites cette activité-là. Donc, vous vous habillez comme vous vous habillerez normalement pour courir votre marathon, puis ben, vous faites un entraînement de course. Donc, vous allez courir et puis vous allez voir votre poids avant la course et votre poids après la course. Donc, si vous décidez de courir un 30 minutes, un 45 minutes, un 60 minutes, bien, vous regardez le poids initial, le poids final, et à ça, vous allez ajuster si vous avez bu du liquide ou non. Donc, ça va vous donner une idée. Mais le delta du poids, donc la différence de poids entre le pré-épreuve et post-épreuve, c'est surtout pour les épreuves d'à peu près 45 minutes, 1 heure, c'est surtout une perte d'eau. Donc, la différence de poids, ça va vous donner une idée de la quantité d'eau que vous avez perdue et que vous devez tenter de renouveler. Ça vous donne une idée de la quantité de liquide que vous devez ingérer pendant l'épreuve. Mais ce n'est pas la quantité de liquide que vous devez consommer si vous voulez vous réhydrater après l'épreuve. Je vais y arriver un peu plus loin. Donc, si par exemple, en 1 heure de course, je perds 1 kg de poids, bien 1 kg de poids, ça correspond environ à 1 litre. Donc, en 1 heure, si j'ai perdu 1 kg, ça veut dire que ben, moi, mon rythme de sudation, c'est à peu près 1 litre à l'heure. Donc, je devrais chercher à consommer cette quantité-là de liquide par heure lorsque je vais faire ma course. C'est important d'essayer de déterminer ça, puis c'est rare, là, j'en côtoie, puis j'en entraîne quand même pas mal des sportifs d'endurance,
Et c'est rare qu'on va faire ça. C'est rare qu'ils vont faire ce test de sudation-là pour déterminer le rythme de sudation, puis c'est super important. Pourquoi? Parce que le rythme de sudation, ben, ça détermine vos besoins en liquide pendant l'épreuve, puis si vous ne buvez pas assez, c'est problématique pour vos performances, et si vous buvez trop, c'est problématique pour les performances. Pourquoi c'est problématique si on boit trop? Bien, dans un premier temps, c'est du poids de plus qu'on traîne, donc d'un point de vue énergétique, c'est pas intéressant. Et aussi, c'est que lorsqu'on consomme trop de liquide, bien, on est un peu plus à risque de diluer un peu nos liquides corporels et réduire les concentrations, entre autres en électrolytes dans notre organisme, ce qui peut mener à certaines complications, puis des complications qui peuvent aller de diminution des performances à problématiques qui nécessitent une intervention médicale. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'assurer de boire en fonction de nos pertes. Puis, je vous présente ici les stratégies, encore une fois, ceux qui sont seulement en audio, désolé, mais je vous présente ici les différentes stratégies populaires là, qu'on va observer au niveau de l'hydratation. Donc, habituellement, bon, il y en a qui vont dire tu bois quand tu as soif, c'est ton meilleur indicateur. D'autres qui ont une petite variante qui vont dire tu bois avant d'avoir soif. Il y en a d'autres qui disent tu bois à volonté. Puis d'autres qui vont chercher, par exemple, à faire soit des gavages d'eau, boire des quantités astronomiques d'eau, ou à l'opposé, dans certains cas, à ne pas boire du tout. Là. Donc, il y a vraiment de tout. Et il y a aussi l'option de, comme je le mentionnais, déterminer son rythme de sudation et déterminer nos besoins en fonction de ça. Je vous dirais que c'est la stratégie potentiellement la plus efficace. Pourquoi? Bien, parce que à l'effort, dans le fond, notre perception de la soif peut facilement être erronée, peut facilement être assujettie à des distorsions importantes. Donc, il y a des mécanismes assez complexes dans la régulation de la soif qui font en sorte que dès qu'il y a un petit peu de liquide qui rentre dans la bouche, ça a un effet sur la soif. Donc, ça va réduire considérablement la soif, indépendamment des besoins réels en eau. Donc, le fait de prendre des petites gorgées d'eau, bien, on ressent moins la soif, mais ça ne veut pas dire qu'on comble nos besoins en liquide. Donc, se fier uniquement à sa perception, c'est pas une stratégie qui est super bonne parce que, bon, l'intensité de l'effort peut jouer, les conditions atmosphériques peuvent jouer, le type de liquide qui est à notre disposition, ça peut jouer aussi, versus si on sait qu'on doit consommer, par exemple, entre 400 puis, mettons, 800 millilitres de liquide à l'heure, bien, on a une quantité, on sait si on est dedans ou si on n'est pas dedans, et on sait si ces valeurs-là devrait nous être proche de ce qu'on a besoin. Donc, tu sais, j'insiste, là, c'est vraiment un élément important là, de chercher à mesurer sa perte en eau. Ce n'est pas parfait, l'utilisation de la pesée avant-après, loin de là. C'est quand même très approximatif, mais c'est beaucoup mieux et beaucoup plus précis que se fier à sa soif, surtout lorsqu'on va pratiquer des activités physiques prolongées et ou des activités physiques intenses. Donc ça, il faut vraiment être prudent. Donc, la stratégie de consommer de l'eau à intervalles réguliers. Donc, les recommandations standards, là, c'est quelque chose entre 400 et 800 millilitres d'eau à l'heure. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante, qui devrait convenir à la majorité des gens. Puis, il y a aussi d'autres stratégies qui sont quand même assez populaires dans les sports d'endurance qui consistent à s'hyperhydrater avant. Qu'est-ce que ça veut dire, s'hyperhydrater? Bien, c'est ajouter une substance à l'eau pour essayer de faire une plus grande rétention d'eau et avoir un bassin d'eau un peu plus important pour nous aider à gérer notre niveau d'hydratation. Donc, la stratégie la plus populaire, c'est d'ajouter du glycérol. Donc, du glycérol, ça s'achète avec un petit peu d'eau, puis de consommer ça. Donc, les recommandations, c'est à peu près avant, dans les heures qui vont précéder une course, on parle d'à peu près 1,2 g de glycérol par kilogramme de poids avec environ 26 ml d'eau par kilogramme de poids. Et ça devrait aider à retenir de l'eau et, dans le fond, améliorer légèrement les performances ou offrir un meilleur potentiel de régulation de la température, de la sudation et compagnie lors d'efforts prolongés. Donc, ça, c'est une stratégie qui est intéressante. Attention, on n'a pas trop à en prendre. Ça peut causer assez rapidement des perturbations gastro-intestinales et c'est pas le genre de truc que tu essaies pour la première fois avant ta course. C'est le genre de choses qu'on simule à l'entraînement
et qu'on essaie là, avant, juste pour être sûr qu'on le tolère bien, puis que ça donne les effets escomptés. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant. Il y a d'autres stratégies aussi qui ont été popularisées, entre autres le pre-cooling, c'est-à-dire le refroidissement. Avec des vestes froides ou des vestes réfrigérées. Donc, on essayait d'abaisser la température du corps avant l'épreuve, puis après ça, on partait. Dans la grande majorité des performances aérobies, ça ne sera pas très utile, ça n'aidera pas beaucoup. Ça semble être intéressant lorsqu'on prolonge de beaucoup les épreuves. Donc, lorsqu'on parle de marathon en montant, lorsque la température est assez élevée, le refroidissement pré-course peut être intéressant, mais pour des distances inférieures à ça ou des efforts inférieurs à ça où la dépense énergétique est moindre, ça devient de moins en moins intéressant et dans certains cas, ça peut même s'avérer contre-productif. Donc, ce qui semble ressortir, c'est que plus l'épreuve est courte et intense, moins c'est intéressant et plus il y a des risques d'avoir un effet délétère sur les performances versus des avantages. Donc, c'est une autre stratégie, dans le fond, pour nous aider à réguler notre température corporelle. Je parlais qu'il y avait quelques mythes, j'ai un flash, mais au niveau de la sudation. Tu sais, oui, je disais que la sudation, à l'effort, ça nous aidait à dissiper de la chaleur, à thermoréguler, donc super intéressant. Mais il y a aussi tout un autre aspect à la sudation. Il y a d'autres bienfaits à la sudation, entre autres au niveau de la santé de la peau. Donc, le fait de transpirer, c'est assez intéressant parce que ça favorise une plus grande hydratation de la peau et aussi, ça amène plus de nutriments à la peau. Donc, ça favorise, si on veut, une meilleure santé cutanée et une meilleure santé immunitaire au niveau cutané parce qu'il y a une réponse immunitaire en lien avec ça. Donc, le fait de suer, dans le fond, va rendre la peau peut-être un peu plus apte à gérer certaines bactéries. Donc, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Mélanie, hyperhydratation quelques jours avant une course de longue distance, c'est encore bon? Moi, je dirais quelques jours, c'est plus ou moins utile parce que la balance hydrique, ça se régule assez vite. Donc, de se forcer à s'hyperhydrater pendant 2-3 jours, je ne suis pas convaincu que ça donne plus d'effet que si tu commences, par exemple, la journée avant. Donc, l'hyperhydratation sur plusieurs jours, moi, j'aurais même peur que ça ait l'effet contraire. Donc, je ferai attention, là. Une meilleure stratégie, c'est une légère, selon moi, là, une hyperhydratation là, aiguë à court terme dans les heures ou la journée qui précède la course, puis une bonne stratégie d'hydratation pendant la course. Je dirais que ça, c'est un petit peu plus winner, là, mais tu sais, c'est comme la surcompensation en glycogène avant une épreuve d'endurance. C'est rendu qu'il y a des gens qui faisaient ça pendant une semaine et demie, 2 semaines. C'est parce qu'à un moment donné, ça plafonne, ça donne plus rien, là, puis qui se ramassait à presque avoir une irritation du système digestif à force de consommer autant de glucides. Fait que pendant la course, il y avait une moins bonne tolérance aux glucides qu'il ingérait, fait qu'il trouvait ça plus difficile. Fait qu'il faut vraiment y aller en fonction du ratio, là, ce que ça demande versus les bénéfices. Fait que une hyperhydratation de plusieurs jours, je pense que ça commence à être limite là, comme tel. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de la sudation, les autres éléments, on a parlé, c'est ça, l'aspect cutané, santé cutanée, l'aspect, favoriser un petit peu le système immunitaire au niveau de la peau, ça, c'est bon. Non, je pense pas que c'est une solution contre la COVID, là. C'est pas ça, mais au niveau cutané, ça peut être intéressant. Puis, il y en a beaucoup qui vont dire, puis ils vont utiliser la sudation pour favoriser l'élimination des toxines. Moi, ça me fascine toujours quand on dit ça. Je trouve ça très intéressant. Puis ma question, c'est toujours, quelle toxine? Là, les gens ont toujours un peu plus de difficulté à répondre. Tu sais, c'est comme, les toxines, là. Puis bien souvent, ça tourne au niveau de l'acide lactique. Puis oui, c'est vrai qu'à travers la sudation, on peut retrouver des traces de lactate puis des traces de plein d'affaires. Mais le plus gros problème qui semble ressortir de ça, c'est dans notre capacité à analyser la sueur. Ça peut avoir l'air super simple, mais il y a différentes méthodes qui sont assez
biaisés ou qui vont donner des résultats qui sont problématiques, entre autres en fournissant des échantillons contaminés. Une des façons les plus fréquentes de mesurer la teneur de la sueur, c'est par frottis. Donc, on va prendre un petit appareil, une petite surface qu'on va frotter pour récupérer de la sueur. Le problème, quand on va faire ça, ces frottis-là, c'est qu'on récupère plus que la sueur. On va entre autres récupérer du contenu de glandes sébacées, n'importe quel contaminant aérien ou qui était sur les vêtements, ou etc. On va le récupérer aussi. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites de la sueur où on rapportait qu'il y avait, entre autres, des contaminants, des produits toxiques, etc. Bien, c'était parce que c'était pas la sueur qui était contaminée, c'était la méthode de récolte qui faisait en sorte qu'on observait ces contaminants-là. Il y a même eu des cas où il y avait plus de contaminants, par exemple, dans la sueur que ce qu'on détectait dans l'organisme. Bien souvent, quand c'est ça, c'est pas que le corps a fait une super bonne job à tout évacuer. C'est fort probablement que le contaminant est plus présent à l'extérieur. Donc, entre autres, là, je pense des phtalates ou des choses comme ça là, qu'on avait retrouvées en grande quantité. C'était fort probablement que la peau était contaminée, non pas que le produit était véhiculé par la sueur. Donc, il ne semble pas y avoir d'évidence scientifique pour l'instant qui font état d'une capacité de la sueur à évacuer des toxines ou des éléments toxiques de l'organisme, mais il y a beaucoup d'éléments qui sortent avec la sueur. Il y a entre autres certaines vitamines qui peuvent sortir, certains minéraux. Et ça peut être un petit peu plus problématique. Il semble y avoir un peu plus d'évidence scientifique qui supporte le fait que lors d'épreuves où il y a beaucoup de sudation, on pourrait observer des pertes un peu plus importantes de calcium et de fer, en plus des classiques là, du sodium puis du chlore, là, du NaCl. Donc, la perte en sodium et en chlore, ça peut s'avérer problématique si ça perturbe un peu les réserves internes, mais il faut vraiment en perdre beaucoup pour ça. La perte de fer, lorsque les entraînements sont répétés, il semblerait que chez les athlètes féminines, ça a pu causer des problèmes. Donc, ça peut être quelque chose qui est à surveiller. Donc, une athlète féminine qui a beaucoup de pertes au niveau de la sudation, ça pourrait être intéressant de peut-être chercher à augmenter les apports en fer dans l'alimentation. Idem pour les apports en calcium, bien que le calcium semble être un petit peu moins important. Donc ça, c'est des petits éléments. Donc le fait de se faire suer dans le sauna pour éliminer les toxines, le sauna, ce que ça fait, ça va chercher à élever la température corporelle centrale, puis ça va favoriser la sudation. C'est ça que ça va faire. Donc on va perdre l'élément le plus important qu'on va perdre, c'est de l'eau. Ensuite de ça, il va y avoir du sodium, il va y avoir du chlore qu'on va perdre. Est-ce que, vu qu'on parle d'électrolytes, est-ce que ça vaut la peine de supplémenter en électrolytes pendant les efforts? C'est assez particulier. Il y a quand même des bonnes pertes en sodium, des pertes en chlore. Et moi, j'ai en tête là, certains athlètes qui, après un marathon, ont une croûte blanche sur leurs vêtements, une croûte de sodium. Donc ça, c'est des athlètes qui ont tendance à être dans la portion supérieure des gens qui évacuent du sodium, du chlore aussi. Donc, ces gens-là, ça peut peut-être être intéressant d'en consommer pendant. Il y en a beaucoup aussi qui vont dire que c'est important de consommer du potassium, on en perd. C'est pas si clair que ça que la consommation d'électrolytes pendant l'effort vont soit retarder l'hydratation ou soit contribuer à maintenir les performances. Donc, c'est pas si clair que ça. Lorsqu'on utilise des concentrations appropriées au niveau, entre autres, du sodium, du potassium, du chlore, etc., il y a peu de chances que ce soit problématique. Donc, ça peut valoir la peine de le faire, entre autres pour favoriser l'absorption de l'eau, là, donc ça peut jouer. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants, mais de dire « je vais m'empêcher d'être déshydraté parce que je consomme des électrolytes », c'est pas si clair que ça. Donc, il y a probablement plus d'avantages à s'assurer d'avoir un liquide qui contient des électrolytes que d'inconvénients, mais c'est pas partie gagnée parce qu'on consomme une boisson qui contient des électrolytes. Par contre, le processus de réhydratation après,
Ça, c'est très souvent négligé auprès des athlètes. C'est-à-dire qu'il y en a certains athlètes qui vont se casser la tête pour bien s'hydrater pendant une épreuve, une course. Puis arrivé après la course, ben là, c'est plus tellement important dans le sens que, ben là, je vais juste boire de l'eau puis je vais être correct. Ben, étrangement, après une épreuve où il y a eu beaucoup de sudation, qu'il y a eu une bonne perte de poids, là, par exemple, on a perdu 2, 3, 4%, 5% de notre poids initial sur l'épreuve, donc ça veut dire qu'il y a une bonne déshydratation, ben, le fait de consommer de l'eau, c'est probablement la moins bonne stratégie. Donc, c'est un peu contre-intuitif, là, mais si on boit de l'eau, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va encore une fois diluer nos fluides corporels et ça, ce que ça déclenche, c'est la production d'urine. Donc, si on boit beaucoup d'eau après un effort où on a sué abondamment, on est plus à risque de se déshydrater que de s'hydrater correctement. Donc, c'est mieux si on consomme uniquement de l'eau, de le faire en mangeant. Donc, à ce moment-là, l'eau avec la nourriture, ça va venir à faire une bouillie un petit peu plus consistante, si on veut, qui va réduire l'effet de dilution qu'on peut observer dans le système si on fait juste boire de l'eau, ou utiliser des boissons de récupération qui vont contenir des glucides, différents minéraux, etc. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'on parle d'osmolalité, là, l'osmolalité, c'est la quantité de cossin qu'il y a dans le liquide, là. Donc, c'est un peu, plus c'est chargé, ben, plus ça va affecter l'osmolalité. Inversement, moins il y a de choses dedans. Donc, ce qu'on veut avoir après un effort, c'est pas de l'eau tout nue, c'est vraiment de l'eau qui a bien du stock dedans. Donc, de l'eau qui va venir avec des glucides, de l'eau qui va venir avec du sodium, du potassium, du chlore, etc. Name it, mais on veut s'assurer qu'il y a beaucoup de stock dans notre eau ou qu'on va manger en même temps puis que c'est des aliments qui ont beaucoup de choses dedans. Et ça va être une meilleure façon de s'hydrater. Normalement, on cherche à consommer à peu près entre 125 et 200% de ce qu'on a perdu post-effort. Donc, si j'ai perdu 1 kg de poids pendant ma course, ça correspond environ à 1 litre de liquide. Ben, j'irais consommer entre 1,2 et 2 litres de liquide pour essayer de me réhydrater. Et parce que si je reconsomme exactement ce que j'ai perdu comme poids, ben, il y en a une partie de ce liquide-là qui va être évacué dans l'urine, donc je vais être en déficit. Donc, je ne serai pas entièrement réhydraté, je n'arriverai pas à une balance hydrique adéquate. Donc, il va falloir renflouer de façon un peu plus importante la perte avec un liquide, comme je vous disais, qui est chargé, qui a du stock dedans. Donc, à l'université, quand j'enseignais le cours en nutrition sportive à l'Université d'Ottawa, c'était le classique. Tout le monde disait, ben, quand tu as fini ton effort, tu bois de l'eau, tu sais. Puis tout le monde était surpris de voir que ben, l'eau, c'était une des moins bonnes boissons pour se réhydrater après un effort. Tu te dis, mon Dieu, pourtant c'est le premier réflexe qu'on a. Ben non, il y a des boissons qui sont beaucoup plus efficaces que ça pour favoriser une rétention plus adéquate de l'eau. C'est sûr que mal pris, de prendre des petites quantités d'eau à intervalles réguliers, ben c'est une bonne chose. Mais si on peut jumeler ça avec des apports nutritionnels, de la bouffe, du solide, ou encore des éléments plus concrets dans l'eau, ça va être un peu plus efficace, un peu plus intéressant. Et c'est assez important parce que le fait d'être hypohydraté, déshydraté, eh bien, ça a un impact sur notre capacité de récupération et ça va avoir un impact si on a d'autres performances à livrer dans les jours qui suivent ou dans les heures qui suivent. Donc, quelqu'un qui va avoir une course le matin, une course le soir et un match le matin, un match le soir, bien, ça va être super important d'avoir une bonne stratégie de réhydratation pour s'assurer de commencer la deuxième épreuve pleinement hydraté. Même chose si on a une course le lendemain. Si on ne consomme pas suffisamment de liquide, bien, on peut commencer à hypothéquer notre épreuve la journée suivante et avoir des moins bonnes performances. C'est la même chose en entraînement. Donc, le fait de cumuler un état hypohydraté, bien, on diminue un peu notre potentiel de récupération, on diminue notre potentiel de performance. Donc, des fois, ça peut être des effets subtils qui ne sont pas si évidents que ça, qui ne sont pas si problématiques pour nos entraînements, mais ben, on aurait des entraînements un petit peu mieux, un petit peu plus optimisés
si on était juste en mesure d'avoir une stratégie d'hydratation un peu plus efficace. Donc ça, c'est des éléments à prévoir. C'est pas, tu sais, comme je disais, c'est super complexe, c'est pas si compliqué que ça. Tu veux, logiquement, là, tu veux commencer ton entraînement ou ta compétition avec des réserves hydriques adéquates. Tu ne veux pas commencer déshydraté. Pourquoi? Parce que la sudation, l'eau que tu vas boire, ça va te permettre de gérer ta chaleur. Ta chaleur, ça va être ton principal ennemi dans la plupart des compétitions que tu vas faire qui se prolongent dans le temps. Merci Jean-Patrick, super gentil. Donc ça va être important. Et après ça, c'est de déterminer c'est quoi tes besoins en eau. Qu'est-ce que tu as besoin de boire pendant ton épreuve. Puis, il y a une grande variabilité interindividuelle, donc c'est important de se tester soi-même pour déterminer vraiment c'est moi combien j'en perds de l'eau. Puis, comme la sudation est fortement influencée par l'environnement, il faut se tester dans différentes conditions. Les derniers jours, c'était super pour se tester, pour voir quand c'est super chaud, super humide, c'est quoi mon rythme de sudation. Je suis à 800 ml, je suis à 1,5 litres, etc., etc. Ah, salut Lison, bye bye, à la prochaine. Donc, c'est vraiment déterminer combien nous, de façon personnelle, on va suer dans un contexte donné. Donc, c'est important à tester. Donc, j'avais travaillé avec des joueurs de hockey à un moment donné où est-ce que c'est justement on pesait avant, après, juste savoir pendant un match, combien d'eau ils perdaient, puis ça nous permet de déterminer combien d'eau il fallait qu'ils consomment pendant. Donc, c'est des éléments assez importants. Puis aussi, je vous recommande fortement la pesée. Idéalement, c'est la faire vraiment tout nu. Parce que, surtout le poste, là, parce que si vous pesez avec vos vêtements mouillés, vous allez avoir, dans le fond, une erreur potentiellement assez importante parce que il y a de l'eau qui va être dans les vêtements qu'on ne soustraira pas comme quoi vous l'avez perdu. Donc, c'est vraiment une pesée le plus tout nu possible. Avant une douche, donc ça aussi, plus vous avez des cheveux, plus la douche, vous allez retenir de l'eau, vous restez de l'eau sur le corps, ça aussi, ça peut venir fausser. Donc on va essayer d'être le plus précis possible. Donc à ce moment-là, c'est super bien de standardiser les choses. Alors si je résume le tout, la sudation, ça va être variable d'une personne à l'autre. Il y a plusieurs facteurs qui vont affecter la sudation. Puis, je vais vous présenter un petit élément intéressant. Ici, c'est intéressant pour moi, je ne sais pas pour vous, mais le poids, ou plus précisément la surface corporelle, va être un facteur qui va influencer la sudation. Donc, ce que je vous montre à l'écran, vous voyez, dans le fond, des groupes d'individus d'IMC différents, donc des gens qui ont un IMC qui les met dans une catégorie de poids normal, des gens qui mettent leur IMC mettent en surpoids et d'autres obèses. Et ce qui a retenu vraiment de ce graphique-là, c'est que la température corporelle des gens en surpoids va avoir tendance à augmenter un petit peu plus pour une même intensité et durée d'effort. Ils vont avoir tendance aussi à consommer un peu plus de liquide et à uriner un petit peu moins, ce qui fait en sorte que, dans le fond, plus on est pesant, plus on a une surface corporelle importante, plus on risque d'être soumis à des conditions de déshydratation. Donc, une personne en surpoids ou obèse qui commence à faire des sports d'endurance dans des conditions chaudes et humides, il faut faire extrêmement attention. Parce que l'intensité peut quand même être assez élevée, comme on a une bonne charge qu'on déplace. Il peut y avoir une bonne production de chaleur, même s'il n'y a pas une super grande vitesse au final. Puis, on peut avoir une plus grande difficulté à réguler notre température. Donc ça va être un élément problématique. Donc, vraiment, surveiller ça de façon importante. Donc, le poids va avoir un impact sur notre capacité à suer, à réguler notre température corporelle. Pendant notre effort, on veut s'assurer vraiment d'avoir des apports en liquide qui sont adéquats en fonction de nous, ce qu'on perd. Puis, post-effort, on veut s'assurer de se réhydrater de façon adéquate avec un liquide approprié qui est idéalement pas de l'eau, mais quelque chose qui est composé avec un peu plus de substance. Donc, idéalement, consommer de l'eau puis manger en même temps. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais aborder au niveau de la sudation et de l'hydratation.
Si vous avez des suggestions, encore une fois, je le dis à chaque semaine, n'hésitez pas, vous m'écrivez. La sudation, c'était une super bonne idée. Je me souviens plus c'est qui m'avait glissé ce sujet-là, mais moi, ça m'a permis d'apprendre, donc vraiment intéressant. C'est plate que je réalise que j'étais dans le champ au niveau de l'entraînement puis des glandes stéripares, là, mais plus on fait de l'activité physique, plus on est en forme, bien, également, plus nos glandes stéripares vont faire un bon travail, vont être plus efficaces. Donc ça aussi, c'est quelque chose de super intéressant. Donc sur ce, je vous salue, puis mais je travaille sur un sujet pour la semaine prochaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne soirée!